Le tueur présumé de l'Est parisien avoue de nouveaux meurtres pour lesquels il n'avait pas été confondu par les empreintes génétiques. Enquête de la personnalité de Guy Georges. Agitation et confusion après la démission de Bernard Arran, président UDF de la région Centre. Manifestation anti-Front National en Picardie alors que Charles Bord tente de faire élire les vice-présidents de région. Ouverture du salon de la franchise à Paris, un procédé d'exploitation commerciale très prisé. Enquête dans ce journal autour de ces franchises dont le succès n'est pas forcément garanti. En Afrique du Sud, Nelson Mandela fait la leçon au président Clinton. Il reproche à la diplomatie américaine d'utiliser le langage de la force. Et puis une télévision japonaise offre au musée du Louvre 25 millions de francs pour réaménager une salle pour la Joconde. Madame, Monsieur, bonsoir. Guy Georges, le tueur en série présumé de l'Est parisien, a été mis en examen aujourd'hui pour 2 autres meurtres qu'il aurait avoués. Ces assassinats, contrairement aux 3 autres affaires qu'il continue de nier et où il a été confondu par les empreintes génétiques, offrent certaines similitudes. Guy Georges, déjà condamné à plusieurs reprises, apparaît comme un homme renfermé, asocial. Enquête de personnalité, Michel Fine, Valérie Fourniou. Jeanne a recueilli Guy Georges à l'âge de 3 ans. Il a passé toute sa jeunesse dans cette petite maison. Ils étaient 20 enfants, 12 venaient comme lui de la DAS. Guy était orphelin. C'est un gentil garçon. C'était un gentil garçon. C'est l'image que vous en avez, vous. Ah oui, moi je ne peux pas dire autre chose. C'est un enfant pas caractériel, un enfant gentil, un enfant qui n'a jamais cherché la bagarre. À l'âge de 17 ans, il s'est mis à prendre la menu monnaie que papa mettait sur la télévision, le 8 poches. Il a commencé par ça. Quelque temps plus tard, Guy agresse une passante avec un couteau. Il est placé dans un établissement pour jeunes délinquants. 5 ans après, à Nancy, il est condamné pour viol à 10 ans de prison. Jeanne lui interdit alors de revenir à la maison. Il y a tellement longtemps que j'ai mûri qu'il est un criminel. De jour de Nancy. Non, ça m'a pas laissé indifférent hier quand j'ai vu à la télé, mais maintenant ça me laisse complètement... Ce qui lui arrive à lui. Oui, il faut qu'il soit puni. Papa il serait là, il m'en gérerait autant. Et ça aurait été un de nos fils, c'était la même chose. On ne doit pas dérouter, on doit mener une vie droite. C'est ce qu'on leur a inculqué tout le temps. Jeanne a revu Guy une fois, à Noël, à Paris. Il avait tellement changé avec ses cheveux rasés qu'elle ne l'a presque pas reconnu. Guy n'avait pas de domicile fixe, il vivait dans des squats, des hôtels. J'y crois pas, hein. Ah, je vous assure, je crois que c'est une bande dessinée, moi. Arcole l'aimait bien. Il le voyait de temps en temps. Guy prenait une chambre, restait quelques jours, puis il disparaissait. J'ai pas fouillé son passé, c'était pas mon rôle. Moi, il m'avait dit qu'il avait fait un hold-up, je sais pas quoi. Donc il avait changé ça en hold-up. Mais en fait, c'était, si j'ai bien compris, d'après les journaux, c'était un viol. Un viol. Cette nuit, en garde à vue, Guy Georges a reconnu 2 meurtres. En 1991, celui de Pascal Escarfaille, 24 ans. En 1997, celui de Magali Sirotti, 19 ans. 2 meurtres pour lesquels Guy Georges n'avait laissé aucune trace. Son empreinte génétique a été formellement identifiée en revanche au domicile de 4 autres de ses victimes. Parmi elles, Hélène Frinking, assassinée en juillet 1995. Sa mère attend depuis bientôt 3 ans l'arrestation du tueur. C'était un tueur en série. Un tueur en série, ça ne s'arrête pas. Aussi longtemps qu'il n'est pas arrêté, il ne peut pas s'arrêter. Munis de la photo de Guy Georges, de son empreinte génétique, les policiers cherchent encore à savoir si le tueur en série n'a pas fait d'autres victimes à ce jour inconnu. Les enquêteurs s'intéressent au profil de ceux qu'on appelle les tueurs en série, même si en France ils sont peu nombreux. Des spécialistes en criminologie tentent désormais de former et de sensibiliser policiers et gendarmes au comportement particulier de ces criminels. Philippe Bisserias, Hervé Pozzo. On sait que plus la distance affective, plus l'auteur et victime sont proches l'un de l'autre, plus il y a de la haine et plus il y a de coups de couteau. Dresser le profil psychologique d'un tueur à partir d'indices matériels, c'est ce que ces gendarmes sont venus apprendre. Nous sommes au centre de formation de police judiciaire de la gendarmerie à Fontainebleau. Ce cours de profilage, créé il y a 3 ans, permet notamment d'étudier le comportement des tueurs en série. Les tueurs organisés souvent prennent le cadavre et vont l'enterrer et vont le cacher, alors que les tueurs psychopathes ou psychotiques
le laissent sur place et ne font rien pour le dissimuler. Voilà en gros les deux grandes catégories de tueurs en série. Michelle Agrapard-Delmas est criminologue. Elle s'est spécialisée dans le profilage, une discipline créée dans les années 50 par le FBI aux États-Unis. Elle intervient sur certaines enquêtes à la demande des magistrats, mais les autorités restent souvent méfiantes face à ces méthodes de travail basées sur la psychologie. Lorsqu'il s'agit de gens que je ne connais pas ou qui n'ont jamais vu un profilage, ils sont extrêmement méfiants. Certains juges parlent de boules de cristal. On ne connaît en France que peu de tueurs en série et tous n'obéissent pas aux mêmes pulsions. Francis Holm est un psychopathe. Incapable de se maîtriser, en proie à des crises de démence, il est accusé d'avoir sauvagement assassiné 10 personnes sans mobile apparent. Thierry Paulin, lui, tué pour voler. Ce toxicomane, décédé aujourd'hui, choisissait ses victimes, des vieilles dames qui vivaient seules. Il a reconnu avoir commis 21 meurtres à Paris entre 1984 et 1987. Ces deux cas restant exceptionnels, police et gendarmerie n'avaient jamais jusqu'à présent formé de spécialistes du comportement des tueurs en série, comme il en existe aux États-Unis. Un enseignement que l'on intègre désormais au stage des directeurs d'enquête de la gendarmerie nationale. La lame de fond des régionales avec aujourd'hui la démission du président UDF de la région Centre, Bernard Arran, une semaine après son élection grâce aux voix du Front National. Dans une atmosphère de confusion et d'agitation, le discours de Bernard Arran qui dénonce des pressions de tous ordres. Olivier Caroff, Grégoire Ossina. Chers collègues, je vous indique que je fais porter à l'instant à Monsieur le préfet de région ma démission de mes fonctions de président du Conseil régional du Centre. Ce fauteuil, l'UDF Bernard Arran le quitte à contre-cœur. Élu grâce aux voix du Front National, désavoué par Paris, lâché ces derniers jours par une partie des siens, il renonce à gérer la région avec le FN. À gauche, on se dit satisfait, mais sans triomphalisme. Les électeurs de droite comme de gauche qui avaient été floués du résultat des élections se manifestaient de façon de plus en plus pressante. Donc il a choisi la seule solution possible, surtout après l'intervention du président de la République. Bienvenue dans la gauche plurielle! Fureur des militants d'extrême droite, mais dans l'hémicycle, les dirigeants du Front National savent déjà que leur principal objectif est à portée de main, faire voler la droite en éclats. J'ai vu des gens du RPR et du UDF pousser Arran à devenir président et ensuite le lâcher de façon scandaleuse. Voilà ce que je remarque, moi. Voilà mes premières réactions. Car la droite étale ses divisions jusque dans les couloirs. Hostile à l'alliance avec le FN, Renaud Denedieu de Vabre, le chef de file de l'UDF, se retrouve mis en accusation par le RPR. Il est tout à fait inadmissible et intolérable que l'on joue 36 jeux à la fois pour sauvegarder je ne sais quelle carrière ou je ne sais quelle image publique ou médiatique. C'est désolant. Une droite au bord de la crise de nerfs, une gauche qui reprend espoir, un Front National bien décidé à mettre de l'huile sur le feu. Tout le monde se retrouvera dans une dizaine de jours pour tenter d'élire un nouveau président du Conseil régional. Et à Amiens, en Picardie, plusieurs centaines de personnes manifestaient en fin d'après-midi contre le Front National et contre Charles Bord, président du Conseil régional, suspendu de l'UDF et menacé d'exclusion. Charles Bord, qui pour la deuxième fois tente de constituer ses vice-présidences. Séance houleuse, Guylaine Chenu, Jean-François Chevet. Charles Bord, une nouvelle fois face à son assemblée régionale et face à une question posée par les chefs de son parti, l'UDF et les élus de la gauche. Vous êtes l'otage du Front National, nous voulons votre démission. Charles Bord reste sourd et n'entend pas quitter ce fauteuil acquis avec le soutien du Front National. Seule réponse au rabbin de Reims qui l'exhortait à ne pas accepter les voix du FN au nom des membres de sa famille déportés. Utiliser les souffrances personnelles et familiales dans ce qui devrait rester un débat d'idées est indigne. Pas de démission, la nouvelle se propage très vite à l'extérieur dans les rangs des manifestants. Un élu communiste s'en charge. Monsieur Bord n'a pas du tout l'intention de démissionner. Vous continuez à crier, on vous entend bien de là-bas. Dans l'hémicycle, les élus de gauche brandissent les mêmes affiches. De suspension de séance en invective, le débat devient houleux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu parleras pas souvent, toi. Vous prenez, vous verrez la monnaie, vous aurez la monnaie. Monsieur Descartes n'a pas le droit de me tutoyer. Je ne suis pas une amie à lui.
Seuls 4 élus RPR voteront blanc pour manifester leur refus de ces accords droite-Front National. Mais d'autres sont prêts à accepter des vice-présidences. Non seulement je vais l'accepter, mais je propose d'être le vice-président de Charles Bord. Charles Bord qui semble résolu à aller jusqu'au bout. Pour lui, ce n'est pas une première expérience. De 86 à 92, il a déjà géré la région Picardie avec le Front National. Et puis en Rhône-Alpes, les responsables de la gauche, avec en tête Jean-Jacques Kéran, accusent Charles Millon de putsch juridique et annoncent le dépôt de 2 recours devant le tribunal administratif pour faire annuler les décisions de Charles Millon depuis sa réélection. À présent, les élections des présidents des conseils généraux, 12 départements sont passés de la droite à la gauche. Comme vous le voyez sur la carte, les Alpes de Haute-Provence, le Gers, la Meurthe-et-Moselle, le Finistère et l'Essonne. 2 départements n'ont pas été pourvus, l'Indre et la Haute-Corse, élections reportées. Et puis parmi les personnalités réélues figure dans l'Oise, Jean-François Mancel, exclu il y a 10 jours du RPR. Un léger remaniement du gouvernement devrait intervenir mardi prochain. Claude de Bartolone, proche de Laurent Fabius, pourrait être nommé ministre délégué à la ville. Par ailleurs, un secrétariat d'État à la formation professionnelle est envisagé. Dans le procès en appel des comptes de l'OM, l'avocat général a requis 4 ans de prison, dont 2 avec sursis à l'encontre de Bernard Tapie et une interdiction des droits civils et civiques pendant 5 ans. Le jugement sera rendu le 4 juin prochain. Dans le Val d'Oise, depuis hier soir, le lycée Romain Roland de Goussainville a été fermé pour cause d'insécurité. Décision prise par le proviseur après qu'une 50aine de jeunes, certains armés de battes de baseball, aient tenté d'y pénétrer. Ce soir, le maire en appelle à la région et à l'éducation nationale. Jean-Bernard Schmitt, Pierre Moscovici. Le lycée Romain Roland pense ses plaies. Hier après-midi, les cours ont été brusquement interrompus par des affrontements entre élèves. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Le face-à-face a duré 1h30. Vous voyez des mouvements de foule, ça venait à droite, à gauche, et puis ça rentrait dans des bâtiments. On a vu des mouvements de foule, des policiers qui venaient, surtout on a vu plusieurs mouvements de police. Au début c'était 5-6 policiers, après c'était 10-15. Puis après on a vu les CRS arriver avec les fusils à lacrymogènes et les boucliers. Tout est parti de la traditionnelle rivalité entre les élèves de Goussainville et ceux de Garches-les-Gonesse. Certains parlent également d'éléments venus de l'extérieur pour se mêler à la bagarre. Tout le monde, en tout cas, dénonce un accès au lycée trop facile. Derrière moi, il y a le trou du lycée, enfin le trou du grillage du lycée qui permet d'aller à la gare et qui évite à tout élève qui n'est pas élève de cet établissement de montrer sa carte pour rentrer. C'est-à-dire qu'on peut rentrer ici comme dans un moulin ? Peut-être même plus facilement que dans un moulin, parce que dans un moulin, il n'y a peut-être pas 36 portes. Pour les professeurs, aujourd'hui sous le choc, cette explosion de violence était prévisible. L'éducation nationale a selon eux créé un établissement de 1200 élèves, impossible à gérer. C'était 2 petites structures qu'il fallait. Sauf que dès le départ, 2 petites structures, ça coûtait cher. Et ça, il faut le dire haut et fort. On ne sait pas ce qui se passe à l'autre bout du couloir quand on n'a pas assez de surveillants. Et on ne peut pas savoir qui appartient au lycée, qui n'appartient pas au lycée. On ne peut pas reconnaître les personnes. Donc c'est sûr qu'on est dépassé. On est dépassé. Le proviseur du lycée Romain Roland a décidé de réouvrir partiellement l'établissement lundi matin, contre l'avis d'une partie des professeurs qui estiment que la sécurité des élèves ne sera pas mieux assurée. Embellie sur le marché du travail avec un repli du chômage, telles sont les projections de l'INSEE, 200 000 créations d'emplois pour le premier semestre 98, avec une croissance stabilisée. Détail de ces prévisions encourageantes qui resteront bien sûr à confirmer Laurent Bailly. Selon l'INSEE, la croissance doit permettre la création au premier semestre de 140 000 emplois dans le privé, auxquels s'ajouteront 60 000 emplois jeunes déjà programmés par le gouvernement. Du coup, le taux de chômage tomberait fin juin à 11,8% au lieu de 12,5% actuellement. La France repasserait sous la barre des 3 millions de chômeurs. Une consommation soutenue, des entreprises qui se remettent à investir, une production industrielle en hausse de 6%, d'après l'INSEE, autant d'indices qui permettent d'accréditer ce scénario optimiste. Des ombres au tableau cependant. On ne sait toujours pas quelles répercussions sur l'emploi aura la crise asiatique et le ralentissement de l'économie observé ces derniers mois aux États-Unis, au Japon et en Grande-Bretagne n'est pas forcément de bon augure. Et puis les chiffres du commerce extérieur. Après une année 97 record, le commerce extérieur de la France est supérieur aux prévisions avec plus de 16 milliards de francs d'excédent.
Ce matin, inauguration très officielle du nouveau terminal de Roissy, une aile supplémentaire, un bâtiment tout en transparence et en lumière pour accueillir 6 millions de passagers supplémentaires. Dès dimanche sera mise en service la moitié de ce terminal exclusivement occupé par Air France. Benoît Mousset, Philippe Jasselin. En 1971, 3 ans avant son inauguration, Roissy-Charles de Gaulle apparaissait comme un formidable succès technologique. Du noir et blanc à la couleur, 27 ans plus tard, voici la dernière extension de l'aéroport parisien. L'aérogare 2F, 3e génération. Ici, l'architecture est étonnante. Son créateur l'a voulu résolument futuriste dans le dessin et les matériaux utilisés. On n'a pas de mal à imaginer une station interplanétaire. L'aérogare 2F s'inscrit dans le prolongement du Roissy historique, mais la comparaison s'arrête là. Sa superficie totale est 2 fois plus grande. 400 mètres de long recouverts par une immense voûte, une surface vitrée de 8000 mètres carrés, de tôles perforées à fibre optique. Des zones d'attente aux couloirs d'embarquement, des espaces très soucieux du passager. Maintenant, l'avion, c'est devenu aussi trop souvent, à mon avis, un tunnel, un morceau de tunnel qui se balade bien fermé avec la télévision et que moi je trouve ennuyeux. Il y a des choses formidables en dessous, il y a des paysages fabuleux, mais bon, personne ne les voit parce qu'on regarde la télévision. Et ici, il n'y a pas de télévision. On regarde les airs, on regarde les pistes, on regarde dehors et on a ce court moment de plaisir et d'excitation qui est le voyage, le départ. Le chantier, lui, fut titanesque. Il a mobilisé des milliers de bras pendant 4 ans. Coût de l'opération, plus de 3 milliards de francs. Avant l'ouverture au public dimanche, chacun règle les derniers détails dans une certaine effervescence. Le compte à rebours a commencé. Puis on verra après pour les souvenirs. Quand le premier passager va entrer dans le point de vente, imaginez-vous, et va commencer à consommer, quelle joie. Et la deuxième chose qui va être super, c'est la fin de la première journée quand tout va se bien passer, vous allez voir. L'aérogare 2F est réservé au trafic européen uniquement. Il accueillera 6 millions de passagers par an. Mais Roissy pense déjà à s'agrandir. De nouveaux travaux sont prévus d'ici à 2003. Une enquête de la revue 60 millions de consommateurs révèle que les Français mangent sans le savoir un certain nombre de produits fabriqués avec du maïs ou du soja transgénique. Sur 45 produits analysés, 20% d'entre eux contiennent, et sans étiquette particulière, ces ingrédients clandestins. Éric Lemasson. Sur cette table, des chips tortilla de plusieurs marques, des tacos et autres gâteaux apéritifs, une barre de céréales. Ces produits ont été élaborés à base de maïs et de soja transgéniques. Mais ne cherchons pas l'étiquette qui le signalerait, il n'y en a pas. Plusieurs associations s'en doutaient, le magazine 60 millions de consommateurs en apporte la preuve. Sur les 45 aliments à base de maïs ou de soja qu'il a testés, 9 contiennent des organismes génétiquement modifiés. Évidemment, le consommateur l'ignore. C'est quand même une innovation alimentaire, c'est même une révolution alimentaire. Donc les débats sur les risques possibles se posent encore. Et de toutes les façons, même, je dirais, même s'il n'y avait pas de risque, ce qui reste encore à prouver, mais même s'il n'y en avait pas, le consommateur est en droit de savoir ce qu'il achète. Des organismes génétiquement modifiés, en voici. Des végétaux dans lesquels un gène étranger a été incorporé afin de le rendre insensible à tel ou tel parasite. La France n'autorise que la culture du maïs transgénique. Mais les États-Unis commencent à inonder le marché de soja et autres végétaux génétiquement modifiés sans aucune mention particulière. Pourtant, théoriquement, l'Europe a tranché. Depuis le 1er novembre 1997, obligation d'informer le consommateur. Un règlement en définit les grandes lignes. Les grandes lignes seulement, car pour l'application, à Bruxelles, on se déchire encore. En attendant, comme le prouve l'enquête de 60 millions de consommateurs, les organismes génétiquement modifiés sont entrés en douce dans nos assiettes. En marge du salon de la franchise qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Paris, je vous propose l'enquête de ce journal autour de ce système d'exploitation commerciale qui associe des marques connues à des commerçants indépendants un peu partout en France. Le succès n'est pas garanti, même si ce procédé a tendance à se développer. Reportage Sébastien Vibert, Jean-Paul Chausset. Excusez-moi de vous le dire, c'est un peu un conte de fées quelque part. Un beau jour, Mireille Navarre est arrivée dans cette boutique, simple vendeuse. Aujourd'hui, c'est la patronne.
Et à ses yeux, pas de doute, elle doit sa réussite à un système commercial qu'on appelle la franchise. Merci beaucoup. Le principe, utiliser à son compte le nom, l'enseigne, le concept créé par d'autres. Un système qui existe dans la boulangerie, mais aussi le nettoyage automobile, l'hôtellerie, la restauration, la coiffure. En France, 517 enseignes franchisées regroupent près de 30 000 commerçants. Des commerçants qui s'engagent par contrat à respecter des règles précises. Logo, produits, accueil, tous les McDo du monde sont identiques. Il y a besoin de contraintes, ils vous imposent les prix, ils vous imposent les produits. Tout à fait, vous avez raison, mais n'empêche que les résultats sont là et que nous avons de bonnes marges et que nous gagnons bien notre vie. C'est toujours le commerçant qui apporte l'argent pour le terrain, les locaux, le matériel. Pascal Podgorsek et son mari ont investi près de 4 millions de francs pour cette station de nettoyage automobile. Ils y ont mis toutes leurs économies et le reste en emprunt. C'est un investissement, comme certains investissent dans de la pierre ou dans le diamant, c'est un investissement à moyen terme. Chaque mois, ils versent 3 600 francs aux propriétaires de l'enseigne, mais aussi 21 000 francs pour le terrain et 45 000 francs de remboursement à la banque. Aucun bénéfice depuis 4 ans. Mais les Podgorsek sont confiants, la station tourne bien et la mise rapportera bientôt. Impeccable. Très très bien. Sont bien vos chambres. Ouais. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. La franchise a donc su séduire à la fois le petit commerçant courageux et le gros investisseur ambitieux. Il y a 20 ans, Jacques Gade fut l'un des premiers à acheter un hôtel en franchise. Aujourd'hui, il en possède 12 et dirige 200 salariés. C'est la notoriété de l'enseigne qui, pour lui, importe le plus. La franchise m'apporte un savoir-faire. Il est bien évident que lorsqu'on monte un hôtel comme celui-ci, on est obligé de s'appuyer sur une marque. Je me serais appelé Hôtel de la Gare de Lyon ou Hôtel de France. On n'aurait pas réussi à réaliser, comme l'an passé, 86% de taux d'occupation sur un tel établissement. Mais les rapports avec les propriétaires d'enseignes ne sont pas toujours aussi idylliques. Monique Bensoussan, avocate, le sait bien. Les litiges sont nombreux à propos des contrats notamment. Exemple, cette chaîne de magasins indique que le commerçant devra verser 0,4% de son chiffre d'affaires. Mais 6 pages plus loin, tout change. Un tableau sans explication fixe le taux à 3% en cas de faible recette. Une lecture scrupuleuse s'impose. On vous donne des chiffres qui vous laissent espérer un certain gain. Et il arrive fréquemment que vous soyez déçus, en particulier pendant la première, voire les 2 ou 3 premières années d'activité. Depuis quelques années, le milieu de la franchise cherche à se moraliser avec notamment un code de déontologie. Ça n'empêche pas certains commerçants de signer parfois dans l'euphorie et l'imprudence des contrats lourds à assumer. La dépouille du gourou du Mandarom, Gilbert Bourdin, une dépouille qui embarrasse. Ni le maire de Grasse, ni le maire de Castellane n'étaient prêts à accueillir le cercueil du leader de la secte installé dans les Alpes de Haute-Provence. Cet après-midi, nouveau rejet, celui des habitants du village de Castellane qui, par pétition, demandent que le corps de Gilbert Bourdin quitte la région. Olivier Théron, Didier Beaumont. Rassemblement sur la place du village de Castellane. Ils sont 250 venus écouter le maire avant de partir vers la sous-préfecture des Alpes de Haute-Provence, déposer une motion. Ils ne veulent pas de Gilbert Bourdin, le gourou du Mandarom, dans le cimetière municipal. Moi, j'en pense rien du tout. Ils ont qu'à le brûler et balancer les cendres au diable. Nos parents reposent un peu pour le moment, alors on espère que ça va continuer. On a tout simplement peur qu'on sanctuarise soit le Mandarom, soit le cimetière de Castellane, et que ça devienne très difficilement gérable. Hamza Manara, le messie cosmoplanétaire de la secte, repose ici, dans le dépositoire du cimetière, depuis hier soir. Et depuis hier soir, les fidèles du Mandarom se recueillent par petits groupes devant le caveau temporaire. Ils voudraient que le corps de Gilbert Bourdin soit inhumé dans la cité sainte, l'ashram. Mais la préfecture s'y oppose. Ici, depuis le 19 mars, date de la mort du gourou, les fidèles de toute l'Europe se rassemblent et les prières se succèdent. Un sociologue admis dans l'enceinte du camp exclut la thèse d'un Waco sur Verdon, d'un suicide collectif. Le suicide, c'est complètement contraire à la pensée de ces gens, de même que la violence est complètement hostile. Enfin, il y a une hostilité à la violence complète. Hein. C'est complètement antinomique avec la pensée de ces gens. Une semaine après la mort du gourou, personne ne sait que faire de sa dépouille. C'est au ministère de l'Intérieur de trancher. Les adeptes, en tout cas, doivent le veiller 108 jours, où qu'il se trouve.
Pour la première fois depuis son arrestation en août 1996, Marc Dutroux a été aujourd'hui confronté aux parents de Julie et de Mélissa, deux de ses victimes. À leur sortie du palais de justice de Neuchâtel, les parents de Julie et de Mélissa ont reconnu avoir beaucoup souffert lors de cette confrontation, rappelant que l'avocat de ces deux familles a décidé il y a quelques jours de ne plus assurer leur défense. En Afrique du Sud, la leçon de Nelson Mandela au président Clinton lors d'une conférence de presse. Critique appuyée de la diplomatie américaine, notamment en Irak ou à Cuba, le président sud-africain encourage la paix et la négociation au lieu du langage de la force utilisé par les Américains. Éric Meunier. Tout avait été organisé au millimètre, à la seconde près. Bill Clinton était venu célébrer en Afrique du Sud le triomphe des valeurs auxquelles il croit, le libéralisme économique et la démocratie. Son souhait était donc d'éviter absolument les sujets qui fâchent. Seulement voilà, ce matin, Mandela avait envie de dire quelque chose à Clinton et il l'a dit. L'un des premiers chefs d'État que j'ai invité dans ce pays, c'est Fidel Castro. Et j'ai reçu dans ce pays l'ancien président iranien Rafsanjani. J'ai aussi invité Kadhafi dans ce pays. Devant un Clinton ébahi par tant d'audace, Mandela poursuit. Et si j'ai fait cela, c'est parce qu'il y a une morale à ne pas abandonner ceux qui nous ont aidés dans les heures les plus noires de notre histoire. Cuba, l'Iran, la Libye, trois pays qui ont toujours soutenu la lutte contre l'apartheid, et qu'importe si ce ne sont pas les fréquentations de l'Amérique. Alors plus tard, il y eut Robben Island et la visite de cette prison symbole de l'apartheid. Le guide, Mandela lui-même, prisonnier ici pendant 18 ans. On vit beaucoup les deux hommes, bras dessus, comme des amis. C'est bien connu, entre amis, il faut savoir ne rien se cacher. Nous venons d'apprendre que le Conseil de sécurité de l'ONU vient de voter à l'unanimité le lancement d'une opération de maintien de la paix en Centrafrique, la première depuis 5 ans. En Algérie, de nouveaux massacres. 67 personnes, dont 27 enfants, ont été tuées dans l'ouest et le sud du pays jeudi et vendredi, le plus lourd bilan depuis les massacres du Ramadan en janvier dernier. Et puis maintenant, ces images qui nous parviennent d'Alger, où une mission du patronat français conduite par François Périgaud est arrivée aujourd'hui. Une visite qui marque la volonté de la France de relancer les relations économiques entre les deux pays. 2 jours d'entretien pour les grands patrons de la BNP, la Compagnie Générale des Eaux ou de GEC Alstom, avec des hauts responsables politiques et économiques. Paris encourage le retour des entreprises en Algérie. Un mot encore pour vous dire qu'aux États-Unis, les 4 pilotes de l'avion militaire responsables du drame du téléphérique en Italie ont été inculpés d'homicide par imprudence. Ils risquent la cour martiale. En France, c'est la révolution du 21e siècle, le DVD, digital vidéodisque. Il va rendre obsolètes les cassettes, les CD, en regroupant son et images sur un seul support. Stéphane Guèze, Jean-François Chevet. Si pour apprécier un film, il faut vous faire tout un cinéma. Si vous avez transformé votre salon en mini-salle de projection, habillez vos murs d'un écran géant, pas de doute, vous êtes équipé pour apprécier les qualités du DVD. Le DVD nous emmène donc un format d'image nettement supérieur en qualité par rapport même au laserdisc PAL ou NTSC. Il nous emmène aussi, et surtout pour les Français, enfin le son digital, qui était jusqu'ici exclusivement réservé aux Américains sur le laserdisc. Le secret du DVD, son énorme capacité de stockage. Cette simple galette de 12 cm peut contenir jusqu'à 8 heures de vidéo. Car le DVD est en fait constitué de 2 disques superposés, sur lesquels les données sont très condensées. C'est cette machine extrêmement sophistiquée que vous avez en face de vous, qui est équipée d'une nouvelle génération de faisceaux laser, et qui permet de graver des cavités infiniment plus petites que sur un CD audio. Cela permet d'enregistrer environ 7 fois plus d'informations que sur un CD classique. Bien plus qu'un film, le DVD offre surtout l'interactivité. Elle permet par exemple de consulter la biographie des acteurs ou de choisir parmi 8 langues pour les dialogues, jusqu'à 32 pour les sous-titres. Let's talk business. Ce type-là se mêle un peu trop des affaires de Maurizio.
Une vingtaine de lecteurs DVD vont être mis sur le marché, prix de base 5000 francs. Mais les éditeurs nationaux ont du retard. Aujourd'hui, seuls 6 films français sont disponibles en DVD. Certaines nouveautés n'existent même qu'en version américaine. Un exemple, le film de Besson, Le 5e élément, sur lequel vous n'avez ni le doublage français, ni le sous-titre français. La seule manière de voir ce film, c'est en anglais. En anglais ou en espagnol, éventuellement. Aujourd'hui supérieur à 250 francs, le prix d'un DVD devrait rapidement baisser. Les industriels du loisir comptent sur ce nouveau support pour relancer leurs affaires. On annonce déjà la sortie prochaine du DVD enregistrable pour remplacer la cassette vidéo dans le cœur des cinéphiles de salon. Le fondateur de Porsche, le créateur de la ligne de voitures de sport entrée dans la légende, est décédé aujourd'hui. Ferry Porsche, comme on l'appelait, avait créé la première de ces voitures, la 356, en 1948 en Autriche. Luc Bazilin. Plus qu'une figure, son nom est une légende. Ferdinand Porsche, l'homme au chapeau, aimait avant tout les voitures qui décoiffent. Tout juste 50 ans séparent la première Porsche de l'actuelle. Voici sa première création, la 356 qu'il avait conçue en Autriche chez son père, lui-même ingénieur en construction automobile, à l'origine des premiers prototypes Volkswagen. La légendaire Porsche 356 a été vendue à 80 000 exemplaires dans les années 50. James Dean lui-même aimait piloter les bolides de la marque, ce qui lui a d'ailleurs coûté la vie. À 88 ans, Ferdinand Porsche était toujours président d'honneur du conseil de surveillance du constructeur. Les ateliers d'assemblage se trouvent à Stuttgart depuis 1956. Après 3 années noires, Porsche renoue en 1994 avec le succès. Le constructeur emploie aujourd'hui plus de 8000 personnes. La légende continue sa vie. Le sourire nippon de la Joconde, avec une salle au musée du Louvre financée par l'une des principales chaînes de télévision japonaises. 25 millions de francs pour réaménager la salle des États où se trouve aujourd'hui la Joconde. Après la chapelle Sixtine à Rome, refaite grâce à la générosité des entreprises japonaises, c'est au tour du musée du Louvre de bénéficier de ce mécénat. Gérard Dalmaz, Alain Poirier. On ne voyait qu'elle. La star du Louvre ne fera plus d'ombre à ses voisins-voisines. Une télévision japonaise, la NTV, financera à hauteur de 25 millions les travaux de réaménagement de cette salle qui abrite des chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne, mais qui est aujourd'hui en piteux état. Désormais seront accrochés dans cette salle modernisée mais réduite les mêmes tableaux, dont les Noces de Cana, mais pas la Joconde, laquelle sera installée toute seule dans 200 mètres carrés créés pour elle. En 2001, Mona Lisa fera chambre à part. C'est la bonne solution. Ça permet à ceux qui ne veulent voir que la Joconde de voir la Joconde. Et de ceux qui veulent voir les autres tableaux de les voir tranquillement. Alors il s'agit aussi bien sûr de climatiser les espaces, de donner une meilleure lumière dans cette salle. C'est vrai que la qualité muséographique du reste du musée est maintenant telle que je ne crois pas qu'il soit concevable que cette salle reste telle qu'elle est. Alors grâce aux Japonais, nous pouvons maintenant le faire. Mendier n'est pas le mot. Je crois que les Japonais d'une manière générale ont une grande admiration pour le Louvre. Nous sommes leur référence. Et je crois que franchement, c'est de leur part presque un hommage qu'ils rendent à ce musée. Les Japonais de la NTV ne sont pas des petits débutants en matière de mécénat culturel. Déjà, ils ont entièrement financé la restauration des fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Le Louvre suscite la générosité des mécènes. De grandes entreprises aident des programmes ambitieux. Exemple, salle des Verts Antiques, restauration complète assurée par Elf Aquitaine. Les plafonds des galeries Campana Charles X, travail offert par la Caisse des dépôts et consignations. La famille Saclair, par ses 10 millions, a mérité de donner son nom à l'aile des antiquités orientales, Saclair. Quant à l'éclairage extérieur, signé EDF, il fait partie des magies qui attirent les visiteurs du monde entier. 5 200 000 en 97, on peut donc en espérer 6 millions en 98. Et avant de refermer ce journal, les adieux de Roland Petit qui quitte sa compagnie avec un spectacle audacieux à Marseille, le Lac des Cygnes, revisité, puisqu'ici ce sont des danseurs étoiles qui interprètent la totalité des rôles, à l'exception du prince qui est joué par une ballerine. Jacques Cardoz, Hervé Maury. Et surtout, n'ayez pas l'air de les regarder, alors qu'une fille regarde un garçon dans Roland les yeux, Petit le répète à ses danseurs, il n'aime pas les vieilles attitudes du ballet classique. Une fois de plus, il en bouleverse les règles, casse les lignes traditionnelles. Dans sa version du Lac des Cygnes, les rôles sont inversés. Ce sont les hommes qui tiennent le rôle des cygnes. Faites fort, les mains.
Le fait que les signes soient des garçons donne une présence actuelle très forte, ne serait-ce que parce que dans les écoles de danse, il y a plus de garçons maintenant qui sortent qu'il n'y en avait avant. C'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus pointu, aiguisé, méchant, plein de maléfices, et ça m'a passionné de faire ce ballet. Voilà donc un lac complètement revisité. Même la partition de Tchaïkovski a subi quelques adaptations. Ici, le cygne est un jeune homme qu'un mauvais esprit, l'homme en noir, va transformer. Mais qu'importe le propos, pour sa dernière création, Roland Petit utilise un langage plus théâtral, allant même jusqu'à exploiter la vidéo ou les effets spéciaux. Et la nouvelle ballerine de la compagnie, Altina Yalsimutarova, venue du Kirov, a dû troquer tutu, couronne et pointe pour interpréter un personnage bien plus décadent. Altina a fait le tour du monde en dansant le lac des cygnes avec le tutu, la couronne, et enfin, je veux dire, superbe, des triomphes partout, et puis tout d'un coup elle arrive à Marseille et elle jette le tutu par-dessus les moulins, et puis elle se retrouve dans une petite robe de mousseline, dans une soirée avec un cocktail à la main, et elle rencontre un mec, c'est un cygne. Alors c'est déjà plus drôle, non? Et la bien-aimée périt dans les eaux du lac. Ainsi, pour la dernière création qu'il offre à sa compagnie avant son départ, Roland Petit s'amuse d'un des plus grands ballets du répertoire et va jusqu'au bout de ses désirs. Et c'est la danseuse étoile Marie-Claude Pietragala, danseuse étoile de l'Opéra de Paris, qui prendra la succession de Roland Petit à la tête du Ballet national de Marseille. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Le tueur présumé de l'Est parisien avoue 2 nouveaux meurtres pour lesquels il n'avait pas été confondu par les empreintes génétiques. Nous avons fait l'enquête de sa personnalité. Agitation et confusion après la démission de Bernard Arran, président UDF de la région Centre. Manifestation du Front National en Picardie, alors que Charles Bord tente de faire élire les vice-présidents de région. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, puis le point route, Valérie Maurice. 21h, profession profileur avec Pascal Légitimus. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Fabien Waki, le PDG des magasins Tati. Merci de votre attention, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h.